Bien, merci Pétia pour cette présentation. Donc, je vais commencer avec, comme l'a dit Pétia, une présentation un peu plus théorique des choses, bien que j'essaierai donc de lier à la question de la coopérative. Et je vais vous parler donc de l'approche d'Elinor Ostrom en trois parties. Premièrement, je vous présenterai quelques concepts clés d'Elinor Ostrom. Ensuite, la façon dont on peut envisager la coopérative comme une façon d'agir ensemble et donc un système de règles. Et enfin, je terminerai en illustrant les propos d'Elinor Ostrom à travers un exemple, ce qui est un peu provocateur volontairement, celui de la ruée vers l'or, qui est toujours vu comme une question d'appropriation privée d'une ressource et qui, en fait, on va le montrer, peut être analysé sous la forme d'une gestion collective d'une ressource, à travers la notion notamment de self-governance. Alors, qui était Elinor Ostrom ? Donc, c'est une femme politiste de formation qui a obtenu en 2009 le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, donc ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, qui n'en est pas un, et donc qui a obtenu ce prix Nobel en raison de ses travaux qui portaient sur la question de l'analyse, de la gestion des ressources communes, des Common Pool Resources en anglais, et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces ressources communes pour Elinor Ostrom et quels étaient vraiment ses travaux. On verra qu'il porte essentiellement sur la question de la gestion des ressources collectives, des ressources communes, pardon, et je vous fais circuler là, juste par exemple, donc son bouquin qui est le plus connu, qui s'appelle Governing the Commons, qui est donc son bouquin de référence qui date de 90, dans lequel elle regroupe un peu ses travaux antérieurs qui ne sont pas du tout uniques. Hein. Elle a travaillé à travers une école qui continue d'exister après sa mort, donc elle est décédée il y a 2 ans, qui s'appelle l'école de Bloomington et qui travaille donc aujourd'hui encore sur la question des ressources communes et donc qui poursuit ainsi l'œuvre d'Elinor Ostrom. Alors, qu'est-ce que c'est que les Common Pool Resources ? Donc, elle fait l'analyse en se plaçant à travers un peu une opposition. J'essaie de vous faire comprendre d'abord pourquoi c'est une question d'économiste. Parce qu'on peut se dire, après tout, on parle plutôt de gestion, donc c'est plutôt une question de gestionnaire. Et puis en plus, on parle de quelque chose qui, a priori, n'a pas vraiment de lien avec les questions des économistes qui sont plutôt autour de... dans la conception standard de l'économie, l'appropriation privée des ressources et puis la façon dont on peut optimiser ensuite les revenus tirés de ces ressources qui sont appropriées. Alors justement, Elinor Ostrom s'oppose à cette conception de l'appropriation qui est au cœur de l'économie et notamment à travers un conflit bien connu des économistes qui est la tragédie des communs présentée par Hardin dans la revue Science et qui porte sur le fait que si rien n'est fait pour approprier une ressource, eh bien on va conduire à la perte de l'utilisation de la ressource. Donc il prend l'exemple du pâturage et d'éleveurs de moutons, et il montre que si le pâturage n'est pas approprié de façon privative, eh bien on va conduire au fait que tout le monde va vouloir utiliser la ressource jusqu'à épuisement de la ressource, et donc eh bien la ressource ne sera plus utilisable. Alors évidemment c'est une métaphore, il n'a pas vraiment étudié le fonctionnement des droits d'utilisation des terres en pâturage, ce qui à mon avis est d'ailleurs une erreur, parce que du coup c'est vraiment une invention de ce que c'est la façon de gérer du pâturage, et bon, lui il prétend pas du tout vouloir analyser les choses puisqu'il l'explique très bien lui-même. Il dit c'est une métaphore pour y essayer de comprendre les problèmes qui se présentent. Donc je crois que son article date des années 60, 63, je ne me souviens plus exactement. Enfin bon, on commençait à être dans les problématiques environnementales et donc c'était une façon de présenter les problématiques environnementales pour dire que c'est vraiment un sujet important. Et Elinor Ostrom s'oppose complètement à cette conception qui consiste à dire que ressources collectives veut dire absence de propriété. En fait, c'est pas ce que l'enseignement principal d'Elinor Ostrom est de dire ce n'est pas parce qu'une ressource est collective qu'il n'y a pas de droit de propriété sur la ressource.
Et donc, à partir de là, on peut tout à fait imaginer des formes de propriété qui ne sont pas des formes de propriété privée et qui permettent de garantir une gestion optimale de la ressource au sens qui lui garantit sa soutenabilité, comme on dirait aujourd'hui, en termes de développement durable. Et donc, elle étudie ces ressources à travers de nombreuses études de cas. Alors, elle a commencé par s'appuyer sur des études antérieures, puis elle a fait elle-même des études de terrain, puis elle a envoyé ses doctorants faire des études de terrain. Donc, ça lui donne une source assez considérable d'études qui portent autant sur la pêcherie, la foresterie que les systèmes d'irrigation, tout en montrant que tous ces éléments sont des ressources collectives et qu'en réalité, elles sont bien gérées avec des règles de propriété, mais qui ne relèvent pas de la propriété privée. Alors, un point important que je veux souligner maintenant, parce que pour ce qui nous concerne, à savoir les coopératives, eh bien, on peut se demander en quoi les coopératives font écho à ces questions de ressources. Eh bien, c'est que Eleonore Ostrom fait bien la distinction entre la ressource, qui est le lac, etc., et ensuite des règles qui vont émerger, comme par exemple le fait de définir des règles sur la pêche. Et Eleonore Ostrom ne dit pas qu'il y a forcément une possibilité d'approprier, même une appropriation par exemple d'un lac. Un lac peut rester inapproprié sans définition de règles de propriété, mais pour autant, la façon dont on va pêcher sur ce lac va constituer une règle de propriété et une ressource commune, en fait. Et donc, la ressource qui est analysée, c'est pas le lac, c'est l'ensemble des règles qui constituent la façon dont on va pêcher sur ce lac. Et donc, la ressource collective peut à la fois être une ressource physique, mais aussi une ressource immatérielle. C'est un point extrêmement important parce que du coup, c'est une analyse un peu tronquée d'Ostrom que de considérer qu'elle s'intéresse aux ressources collectives au sens physique, puisque en réalité, elle s'intéresse essentiellement aux ressources immatérielles qu'elle considère comme collectives. Donc, ensuite, elle nous explique que à partir du moment où on a défini une ressource commune, eh bien, on va voir apparaître une gestion commune de cette ressource. Il est possible de voir apparaître une gestion commune de cette ressource. Alors, ce qui est un deuxième point extrêmement important d'Eleonore Ostrom, c'est que, justement, elle essaye d'avoir une vision beaucoup plus à partir des analyses de terrain. Et donc, elle n'est pas en train de nous dire que la forme d'appropriation privée également d'une ressource collective n'existe pas. Ce qu'elle dit, c'est qu'on peut trouver des formes extrêmement diverses et variées des ressources et qui sont liées à l'environnement et à l'histoire, en fait, à l'institutionnalisation, on dirait, en tant qu'économiste institutionnaliste, de la ressource. Donc, ce que je viens de vous dire, je ne m'attarde pas plus dessus. La ressource peut donc être immatérielle, et certains de ses collègues ont même travaillé sur l'air en tant que ressource collective qui nécessite des règles d'appropriation. Donc, là, jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a aucun travaux qui a été proposé sur la question de la coopérative, mais si on considère que la ressource peut être une ressource immatérielle, eh bien, la coopérative, qui est en fait un ensemble de règles, eh bien, peut elle-même être considérée comme une ressource collective, mais immatérielle. Voilà. Donc, c'est l'interprétation que je fais de l'analyse. Bien sûr, à ma connaissance, comme je vous disais, ça n'a pas été fait. Par contre, il y a des tas d'exemples de travaux sur des ressources immatérielles dans l'école de Bloomington. Le comportement des acteurs est donc régi par un système de règles qui est imbriqué et dans lesquelles ils agissent et développent des stratégies. Ces règles imbriquées, c'est important de le comprendre également, ne relèvent pas seulement des règles qui vont être définies pour la gestion de la ressource elle-même, mais aussi d'autres règles qui constituent ce que Eleonore Ostrom appelle le Social Ecological Systems, donc en fait un ensemble de systèmes, un système socio-écologique dans lequel on va avoir un ensemble de règles qui dépassent largement les règles de gestion de la ressource elle-même, mais qui peuvent avoir une influence sur la façon dont on va définir et gérer la ressource collective. Qui dit, à partir du moment où on accepte l'idée qu'il existe une propriété collective
et pas seulement une propriété privée sur des ressources, matérielles ou immatérielles, eh bien sûr, le principe du droit qui repose sur l'usus abusus fructus eh bien, est inopérant, il n'est pas suffisant pour pouvoir décrire l'appropriation de la ressource, puisque par définition la ressource est collective, et donc Elinor Ostrom connaît ces concepts, mais elle va essayer un petit peu de les enrichir pour mettre en évidence les différentes échelles de propriété qu'il existe sur une ressource collective. Elle le fait à travers un concept qui s'appelle le concept du faisceau de droit, en anglais abundance of rights, et qui dénature donc totalement les approches très économiques de l'appropriation à travers donc dénaturalise, j'ai dit quoi? Tu dis dénature, ce qui oui, du coup c'est vrai. Dénaturalise. Je lis par-dessus ton nez. Et donc qui s'oppose au concept, donc comme j'ai dit déjà développé par Hardin, donc qui lui met en évidence la nécessité de mettre en place un droit de propriété privée avec une définition claire notamment de l'aliénation, parce que c'est au cœur de la propriété, donc c'est-à-dire la possibilité de transformer la ressource. En économie, quand on dit transformer, l'une des transformations majeures qui intéresse l'économiste, c'est la mise en vente de la ressource, puisque quand on la vend, c'est qu'on n'en est plus propriétaire, donc on a transformé la ressource. Donc l'aliénation au sens économique du terme, c'est l'échange en réalité. Et donc, alors il y a une série d'économistes qui travaillent tout à fait en opposition avec ces concepts développés par Ostrom. Donc on peut citer des auteurs comme Demzet ou Alkian. Donc, en opposition avec ces auteurs, elle va montrer qu'il existe des droits d'exclure et d'exclure des acteurs de la possibilité de définir le régime de propriété sur une ressource, et qu'en fait, on peut avoir des droits de propriété forts ou faibles sur une ressource. Alors, quelles sont ces différentes formes de droits de propriété? Alors, pour moi, c'est vraiment... alors, c'est mon interprétation de ce que fait Elinor Ostrom. Il ne faut pas le voir comme des choses qui existent absolument et qu'on va pouvoir retrouver partout. C'est plus des idéotypes qu'elle utilise pour essayer de construire justement son faisceau. Et c'est bien pour ça qu'elle parle de faisceau de droit. Donc, elle place dans son faisceau de droit des idéotypes, mais ça ne veut pas dire qu'ils existent concrètement dans la réalité. On va avoir des formes hybrides, etc. Donc c'est plus une façon de conceptualiser les choses que d'essayer de dire c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Alors, il y a donc des droits d'accès, de prélèvement, de gestion, d'exclure et d'aliéner la ressource, et en fonction de ces droits, eh bien, on va avoir des caractéristiques de celui qui détient les droits qui vont être de l'ordre du propriétaire, owner. Donc le owner, c'est celui qui possède tous ces droits. Mais on peut également être propriétaire sans droit d'aliénation, ce que Elinor Ostrom appelle le propriétaire, ou encore simplement avec des droits d'usage et de gestion, le claimant, ou encore simplement ayant un droit d'accès à la ressource qu'elle appelle l'Authorized User. Donc tout ça pour dire que on a donc des faisceaux de droit, et à partir de ces faisceaux de droit, on va pouvoir définir, caractériser les acteurs qui sont propriétaires de la ressource. Et bien sûr, il va falloir ensuite définir les règles de gestion pour que ces différents acteurs s'entendent entre eux sur la gestion de la ressource. L'acteur qui est propriétaire a bien sûr plus de possibilités d'agir sur les règles de gestion de la ressource que celui qui est simple utilisateur autorisé de la ressource. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a aucun droit sur la ressource. Et donc qu'il n'agit pas aussi sur la définition des règles communes. Les droits sont ainsi le résultat de règles, et là encore un point extrêmement important, ces règles peuvent être de nature très diverse et variée, et là aussi on rencontre un faisceau de formes de règles. La règle au sens d'Ostrom, c'est la forme la plus aboutie, celle qui est la plus formelle, mais on peut avoir aussi des coutumes, des normes et donc des règles, et ces coutumes, normes et règles constituent un ensemble de droits.
Donc c'est pas parce que vous n'avez pas de règles formelles que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas identifier des droits et donc des propriétaires. Autrement dire, vous pouvez avoir dans la conception de Ostrom des propriétaires sans avoir de règles formelles sur la propriété de la ressource. Ça je passe. Alors, maintenant, on peut essayer de se poser la question de savoir si effectivement la coopérative constitue aussi une forme de ressource. Donc la coopérative en tant que ressource immatérielle constituée d'un ensemble de règles et donc un ensemble de règles et des règles pour définir la façon dont on définit ces règles. C'est deux couches de règles en fait. Les règles elles-mêmes, c'est ce qui va définir la nature de ce qu'est la coopérative, et puis des règles pour définir la façon dont on définit les règles, qui sont au niveau justement de l'analyse de la gestion de la ressource commune au sens d'Elinor Ostrom. Alors, les règles de l'agir. Ce qui est important de comprendre, c'est que donc Ostrom va aller un peu plus loin, elle ne va pas se contenter de définir qui sont les acteurs, donc qui sont propriétaires d'une partie de la propriété d'une ressource, mais aussi quelles sont les règles nécessaires. Donc là encore, on est dans des idéotypes, mais des règles nécessaires pour garantir une gestion de cette ressource. Donc, les règles nécessaires, elle dit, la première règle fondamentale, c'est d'être capable de définir le rôle que chacun a à jouer dans la gestion de la ressource. Des règles également qu'on doit se fixer sur la façon dont on peut accéder à la ressource, des règles sur la façon dont on va pouvoir distribuer la ressource, allouer la ressource, des règles sur les décisions collectives quant aux règles précédemment définies, des règles d'information sur comment on fait pour que l'ensemble des acteurs soient informés des décisions qui sont prises, etc. etc. Vous voyez un ensemble de règles qui donc, selon Ostrom, constituent les éléments nécessaires pour faire en sorte que la ressource soit gérée de façon opérationnelle, qui garantisse toujours, il y a toujours dans l'esprit d'Ostrom, même si ce n'est pas toujours explicitement présenté comme cela, l'idée qu'il faut garantir la soutenabilité de la ressource. Donc, toujours derrière, il y a Hardin qui se balade dans le cerveau d'Ostrom et qui lui dit attention, la question est toujours la même, il faut qu'on garantisse que la ressource soit utilisée de façon soutenable. Et donc elle essaye de mettre en évidence qu'il existe des règles collectives pour faire en sorte que la ressource soit soutenable, sans pour autant qu'il y ait une propriété privée de cette ressource. Enfin, systématiquement en tous les cas. Donc ces règles peuvent être des systèmes imbriqués. Alors je vais peut-être passer ce point-là, il n'est pas très important. Simplement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est important de comprendre que c'est un des pas importants quand on analyse Ostrom, c'est qu'on considère souvent que c'est une conception très à l'américaine des choses, où finalement on voit la communauté qui s'oppose à l'État. Et ça, c'est un point important parce que finalement, Ostrom n'est pas sur cette position-là non plus. Et elle a un concept qu'elle utilise qui s'appelle Nested Systems, qui vise justement à montrer que c'est pas parce qu'une communauté est capable de définir des règles que ça veut dire que cette communauté et les règles de cette communauté vont s'opposer à des règles qui peuvent être mises en place de façon plus up, si on raisonne en termes de bottom-up. Et donc, la viabilité et la résilience d'une structure, selon Ostrom, repose sur justement les capacités à ce que des communautés, de façon autonome, parviennent à définir des règles et qu'en même temps, peut-être à d'autres niveaux, des règles soient définies pour faire en sorte que, il y a une façon, que ça va durer dans le temps et que donc ça va pouvoir être stable et soutenable également en termes dynamiques. En fait, Ostrom raisonne toujours en termes dynamiques et elle s'est toujours posé la question de savoir comment ces règles naissaient, je l'ai dit, par exemple à travers la notion de coutume, norme et puis ensuite règles, et puis en même temps comment ces règles pouvaient disparaître. Donc elle montre très bien qu'on peut avoir des histoires de gestion commune d'une ressource qui ont bien fonctionné, et puis après, parce que dans le contexte institutionnel de l'époque, il y a un élément qui a disparu, eh bien les règles mises en place ne tenaient plus, et donc la gestion
de la ressource collective n'était plus tenable, et ça a peut-être pu conduire à la fameuse tragédie des communs dénoncée par Hardin. Donc il y a chez Ostrom cette conception qui n'est pas du tout une conception communauté contre État, mais plutôt une conception de multicouches, et donc de possibilité d'avoir des règles qui communiquent, qui se superposent, parfois qui peuvent faire double usage, et peu importe pour Ostrom, ce qui compte c'est que finalement toutes ces règles soient capables de garantir la gestion collective de la ressource. Donc c'est ce que je viens de vous raconter ici autour de la notion de système polycentrique. Donc voilà, elle ne s'oppose pas du tout, contrairement à ce qui est considéré à une vision où il y aurait des superpositions d'échelles dans la construction des règles collectives. Donc pour conclure cette première partie, je sais pas où j'en suis, il me reste encore 10 minutes à peu près, c'est ça ? 5 minutes ? Non, ok. Je ferai peut-être pas la dernière partie. Donc les propriétés, donc bon, je vais passer, je pense que vous avez compris. Donc, c'est une conclusion. Je passe directement à la façon dont on pourrait. Alors c'est un début d'interprétation parce que j'aborde la question des coopératives. J'en profite pour faire passer un autre papier qui est sur ce sur quoi j'ai travaillé en réalité avec Ostrom jusqu'ici, qui était sur la question de la gestion collective du foncier dans l'agriculture en Russie. Donc vraiment une interprétation à travers essayer de comprendre pourquoi, contrairement aux interprétations des économistes standards, eh bien on n'observait pas une forme de transformation vers une propriété privée du foncier en Russie, et au contraire il y avait le maintien des formes collectives de propriété, et donc j'essaye de l'expliquer à travers la lecture d'Elinor Ostrom. Je vais passer le papier. Alors là, ici, c'est pas du tout cette question qui est posée, mais comme je me suis beaucoup intéressé à Ostrom et que franchement je trouve passionnant ce qu'elle écrit, je ne peux que vous conseiller d'aller la lire, eh bien j'ai essayé de voir un petit peu si on pouvait en faire une autre interprétation à travers une autre question qui est celle des coopératives de production. Alors, j'ai procédé à la lecture d'un petit bouquin donc, qui a été édité par mes collègues récemment, donc je fais la pub, mais dont Thomas va vous parler tout de suite, qui s'appelle « Faire société, le choix des coopératives ». Alors comme je n'avais pas pu jusqu'ici, et je n'ai pas encore pu faire de terrain concrètement auprès de coopératives, donc je me suis appuyé plutôt sur les résultats du petit bouquin pour essayer d'identifier ce que c'était qu'une coopérative à travers la grille de lecture d'Elinor Ostrom. Est-ce qu'on peut nous développer CPF ? On a du Common Pool Resources. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les ressources. Je crois que je l'avais dit. Ah oui, c'est Common Pool. Voilà, c'est ici. Ouais, le tout premier truc. Donc, qu'est-ce que définit une coopérative ? Alors, on va essayer de voir un peu, selon les auteurs de ce petit bouquin, une coopérative, ça doit constituer d'abord, il doit avoir un pouvoir démocratique, donc l'entreprise en tant qu'entreprise. Donc, il doit avoir un fonctionnement démocratique, un pouvoir démocratique. Il défend également l'égalité entre femmes-hommes, j'ai fait exprès de mettre femmes-hommes pour que ce soit logique, l'engagement envers la communauté et l'entreprise considérée comme un fait social ayant une responsabilité par rapport à la société. Donc ça, on est au niveau de ce que j'ai appelé les règles qui définissent la coopérative. Puis ensuite, c'est bien beau d'avoir des règles qui définissent ce que c'est que la coopérative, donc comme c'est une ressource immatérielle, elle se définit par ces règles, en définition, puisqu'elle est immatérielle. Donc ça, c'est le premier niveau qui permet de définir les contours de la ressource commune. Et ensuite, il y a un deuxième niveau qui est le niveau des règles qui sont mises en place pour que ces ressources communes qui sont de l'ordre des principes, eh bien, fonctionnent. Et donc, et bien sûr, il y a un troisième niveau que je n'ai pas pu analyser parce que je ne me suis pas rendu sur le terrain, mais ça fait partie des travaux de Thomas, qui est de comprendre comment les acteurs définissent les règles pour définir ces règles. D'accord ? Donc là, c'est un peu le travail que fait Thomas en ce moment, à travers justement la recherche-action, où on essaie de comprendre comment bien, les auteurs sont capables ou pas, parce que c'est pas toujours vrai, c'est pas parce que c'est une coopérative qu'ils sont capables de le faire, de se mettre autour d'une table et de discuter sur la façon dont on va instituer le système coopératif
pour pouvoir construire des règles qui garantissent la gestion de cette ressource. Alors, là, je pense qu'il y a quelques soucis qui sont liés au fait qu'on va dire que c'est un work in progress. Je pense qu'il y a quelques règles ici qui ne devraient pas y apparaître. Moi, j'ai essayé de définir les règles formelles et informelles sur lesquelles la coopérative repose et qui constituent donc ces règles qui garantissent la gestion de la ressource. Alors, on peut voir par exemple l'obligation de créer et de fournir des indicateurs sur les inégalités. Ça, c'est une façon de garantir qu'on va pouvoir définir des règles qui harmonisent qui définissent en fait ce que c'est qu'une coopérative et qui renvoient par exemple à la notion de l'égalité femmes-hommes. Donc pour pouvoir garantir l'égalité femmes-hommes, eh bien, il faut pouvoir fournir des indicateurs sur l'inégalité. Autre règle, par exemple, définir des règles pour l'organisation démocratique du travail à travers le principe du personne une voix. Donc ça, c'est une règle qui garantit que le principe du pouvoir démocratique et quelque part aussi l'engagement envers la communauté, eh bien, soient des règles qui soient respectées. Alors, évidemment, là, j'ai pas fait ce travail qui consistera à essayer de voir, parce que j'ai pas eu le temps, mais il faudrait vraiment le faire, comment ces règles, donc qui sont des règles concrètes, qui construisent les règles de la communauté, eh bien, peuvent être interprétées à travers les règles qui sont ici, les règles de l'agir. Par exemple, est-ce que ça constitue plutôt des règles de définition des rôles, d'accès aux rôles, d'allocation de la ressource, des règles plutôt d'information, etc. J'ai pas eu le temps de faire ce travail, mais c'est ce travail-là qu'il faudrait faire pour voir effectivement si ça matche vraiment avec l'approche d'Elinor Ostrom. Alors, pour finir, je voulais juste illustrer... J'ai le temps ou pas ? Ouais ? C'est pas très long de toute manière. C'est juste pour que vous compreniez vraiment la façon dont on peut utiliser Ostrom pour plein d'autres choses et pas forcément pour les coopératives. Donc c'est la ruée vers l'or et la question de self-governance. Qu'est-ce que c'est que la self-governance ? Premièrement, c'est une communauté qui est liée à une ressource commune, que celle-ci soit matérielle, un lac ou immatérielle, le projet d'une coopérative. Les self-governed community n'est pas une communauté idéale. Ostrom la critique et elle considère également qu'il peut y avoir des conceptions archaïques dans cette communauté et qu'elle peut disparaître, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et elle montre également qu'on peut observer des situations conflictuelles, voire prédatrices à l'intérieur de ces communautés. L'essentiel du concept repose sur le fait que ces communautés disposent d'une autonomie relative. Pas absolue, je l'ai dit, puisqu'on a dit que Ostrom avait une conception à travers des Nested Community, de Nested Rules, pardon. Donc, non, Nested System, je vais y arriver. Et donc, ces règles d'autonomie n'étaient pas les seules règles sur lesquelles les acteurs devaient agir et sur lesquelles qu'ils devaient prendre en compte. Je passe ça. Alors, pour ce qui est de la ruée vers l'or, alors ça c'est une analyse d'un des... J'ai oublié de le citer, donc honte à moi, mais je l'ai tiré d'un bouquin de 2011 sur la question des droits de propriété sur les ressources, qui était édité par l'école de Bloomington, dans lequel Ostrom a également publié, puisqu'elle était également responsable de l'édition. Et les auteurs montrent que, en fait, le problème de la ruée vers l'or aux États-Unis, eh bien, c'est que pour tous les chercheurs d'or, l'essentiel était de trouver ce qu'on appelle le bonanza site en anglais, donc le site idéal, celui qui va permettre de trouver le bon filon. Et évidemment, tout le monde ignore où il se trouve, sinon ça serait trop simple. Et donc, les mineurs doivent chercher le lieu. Et pour ça, ils doivent essayer de capter. Donc, ils doivent chercher plusieurs mines et puis jusqu'à temps de tomber sur la bonne. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'ils exploitent une seule mine. Ça, c'est la conception un peu des films à l'américaine où on le voit attaché à sa mine. En réalité, ça ne se passait pas du tout comme ça. Ils exploitaient plusieurs mines en même temps. Et donc, il a fallu définir des règles pour savoir comment on pouvait exploiter ou pas une mine. Et le problème fondamental, c'est qu'aucun mineur ne sait quand est-ce qu'il va trouver le bon filon et si un jour il va le trouver. Donc,
du coup, comme je l'ai expliqué, les mineurs vont passer leur temps à essayer de trouver la mine idéale. Donc il y a beaucoup de turnover et donc d'inexploitation des mines en réalité, parce qu'ils sont toujours à la recherche du mont fini. Tout ça se fait dans un voile d'ignorance pour les économistes au sens de Rawls. Qu'est-ce qui va se mettre en place pour justement éviter ce problème du turnover entre les mineurs? Donc a priori, on est dans une conception très économique. On va se dire, voilà, on est sur un terrain, c'est ma propriété, très Far West, et puis voilà, j'ai même pas, normalement avec mon fusil, j'ai le droit de défendre ma propriété. Voilà. En réalité, ce que montrent ces auteurs, c'est que cette conception très à la Hardin n'existe pas du tout dans la réalité. C'est pas l'histoire de la ruée vers l'or aux États-Unis. Au contraire, ce qui va se passer, c'est des codes qui vont être adoptés sur le principe suivant, que les droits de propriété sur une mine dépendent de la découverte et du développement ou du travail de la mine comme condition du maintien du titre de propriété. Donc un titre de propriété a priori privé ne tenait que si le mineur continuait d'exploiter la mine pendant un certain temps. À partir du moment où il avait abandonné l'exploitation de sa mine, le code autorisait un autre mineur à venir exploiter la mine, et donc le mineur en question perdait de fait son titre de propriété. Donc ça a eu pour conséquence l'incitation à l'emploi de technologies innovantes, le développement de knowledge economy autour de l'exploitation de la mine qui a permis de faire de la Californie un territoire de référence. Le rôle de ces règles a donc été extrêmement important dans le processus d'innovation. Et en fait, en réalité, ce que montrent ces auteurs, c'est que le développement de l'exploitation de la mine en Californie ne repose pas du tout sur le fait que chacun a voulu courir vers le meilleur site, mais au contraire de l'existence de cette règle qui, en conséquence, a incité les mineurs à développer des systèmes, des innovations qui leur permettaient de trouver le plus vite possible si la mine allait être source ou non de pépites d'or. Et donc ça a permis en fait de faire de la Californie un État à la pointe de l'exploitation des mines d'or qu'il a ensuite pu exporter dans d'autres pays. Donc ça a créé en plus un système de knowledge économique qu'elle a pu exporter et qui a fait la richesse de la Californie de fait. Donc les mineurs ont de fait choisi un système radicalement différent de celui de la propriété privée qu'ils avaient connu dans l'Est, puisqu'ils venaient de l'Est. Alors justement, je l'avais dit que je ne le citais pas, mais je le cite. Donc c'est McDowell qui a écrit ce papier en 2011, suggère donc que le principe mis en place en 1848, bien avant la codification des systèmes, donc on est bien dans la logique, on crée d'abord une coutume, ensuite une norme, et ensuite ça finit par devenir une règle, s'est développé de façon spontanée. Et ça a créé ensuite une forme normative qui a permis la gestion optimale de cette ressource qui était l'exploitation de l'or. Voilà.